Une nouvelle responsabilité pour Ibrahim. Quelques années s'étaient écoulées depuis, et la belle couple d'Amina et Ibrahim finissent par avoir mis naissance à un beau petit garçon au nom de Mohamed, le fils d'Ibrahim et Amina. La vie à la maison avait trouvé un équilibre. Ibrahim gérait la boutique familiale de tissus et d'épices au cœur du marché animé, tandis qu'Amina s'occupait du foyer et des leçons de vie qu'elle transmettait à Mohamed et Oumi, leur fille adoptive. Les matins étaient rythmés par les cris des vendeurs et l'odeur du thé à la menthe, un rituel qu'Ibrahim partageait avec ses enfants avant de partir travailler. Depuis longtemps Amina sentit une lueur d'espoir, leur amour renaissait fragile mais authentique. Mais un soir, alors que la chaleur du jour s'estompait, un messager arriva avec une lettre de Moussa, le frère aîné d'Ibrahim. Ce dernier annonçait son départ précipité pour Dakar, où une opportunité d'affaires l'attendait. Il confiait ses 2 enfants, Aïssata, une fillette vive de 8 ans, et Bakari, un garçon timide de 5 ans, à Ibrahim et Amina pour une durée indéterminée. « C'est une chance pour notre famille, mais je ne peux pas les emmener à Dakar », écrivait-il. Ibrahim sentit une boule se former dans sa gorge. 2 enfants de plus à élever, dans une maison déjà pleine de vie et de responsabilités, lui semblait une montagne à gravir. « Amina, je ne sais pas si je peux être à la hauteur pour eux. » Aussi, murmura-t-il ce soir-là, assis sur une natte dans leur petite cour, les étoiles scintillant au-dessus d'eux. Amina, les mains encore humides d'avoir lavé la vaisselle, s'approcha et posa une main ferme sur son épaule. « Tu es déjà un père pour Oumi et Mohamed. Ces enfants ont perdu leur routine, leur foyer temporairement. Ils ont besoin de nous. Nous le ferons ensemble. » Sa voix était douce mais inébranlable, comme le vent qui traverse les dunes. Le lendemain, Ibrahim décida d'intégrer les fils de Moussa à la vie familiale. Aïssata et Bakari. Il les emmena au marché avec Oumi, un panier en osier à la main. Sous le soleil brûlant, il leur montra comment différencier les mangues mûres des vertes, leur apprit à marchander avec les vendeurs en riant, et leur raconta des histoires sur les anciens commerçants de leur lignée. Aïssata, curieuse et audacieuse, posa 1000 questions, tandis que Bakari, plus réservé, observait en silence, un sourire timide aux lèvres. Oumi, en grande sœur improvisée, les guida avec patience. Peu à peu, leurs rires résonnèrent dans la maison, mêlés aux cris joyeux de Mohamed. Ibrahim sentit son cœur s'alléger. L'amour, comprit-il, n'avait pas de limite fixe, mais s'étendait comme une toile tissée par le temps et les liens. Pendant ce temps, Fatou, la mère biologique d'Oumi, vivait une vie plus stable avec Samba, son mari, et leur fils Lamine, un garçonnet de 3 ans aux yeux pétillants. Autrefois marqué par la douleur de confier Oumi à Ibrahim et Amina, Fatou avait trouvé un apaisement dans sa nouvelle famille. Mais sa rencontre régulière avec Amina au marché, où elles échangeaient des nouvelles d'Oumi, avait semé les graines d'une amitié inattendue. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Fatou invita Amina chez elle. La maison était modeste, mais chaleureuse, avec des nattes colorées et une odeur de poisson grillé flottant dans l'air. Assises sur des coussins, elles partagèrent un thé brûlant parfumé à la menthe. « Je voulais te remercier, » dit Fatou, hésitante, ses doigts serrant la tasse. « Pourquoi ?» demanda Amina, surprise, en reposant son thé. « Pour avoir donné à Oumi une famille. Je vois comme elle est heureuse avec toi et Ibrahim. Ça me soulage de savoir qu'elle est entourée d'amour. » Amina sentit une vague de chaleur monter en elle. « Elle est précieuse pour nous aussi, Fatou. Et toi, tu es une mère incroyable. Ce que tu as fait pour Oumi, le courage que ça t'a demandé, je l'admire. » Les mots restèrent suspendus un instant, lourds de sens. Puis Fatou rit doucement, brisant la tension, et raconta une anecdote sur la mine qui avait renversé un seau d'eau en voulant aider Samba. Amina répondit avec une histoire sur Mohamed et sa manie de cacher des cailloux dans ses poches. Elles parlèrent des heures, partageant leur joie et leur peine de mère. Ce jour-là, elles comprirent que leur passé commun, bien que douloureux, avait forgé une connexion rare, une amitié ancrée dans la compréhension et la résilience. La paix, cependant, ne dura pas. Une sécheresse impitoyable s'abattit sur la région. Les champs jaunirent, les rivières s'amenuisèrent, et le marché, autrefois vibrant, devint silencieux. La boutique d'Ibrahim, qui dépendait des récoltes locales pour les épices et des clients pour les tissus, vit ses revenus s'effondrer. Les étagères se vidèrent peu à peu, et l'argent, déjà rare, devint une ombre fuyante. Amina et Ibrahim durent faire des choix déchirants. Ils réduisirent les repas à 2 par jour,
troquant la viande contre des légumes secs, et passèrent des nuits à compter chaque pièce pour payer les fournisseurs. Les enfants, sentant la tension, devinrent plus silencieux, même si Oumi essayait de les distraire avec des jeux. Une nuit, épuisés après une journée sans fin, les nerfs d'Ibrahim et Amina cédèrent. « Tu ne me dis jamais quand les choses vont mal », lança Amina, les yeux brillants de larmes contenues. « Je ne veux pas t'inquiéter, » rétorqua Ibrahim, la voix rauque de frustration. « Mais je suis ta femme, pas une enfant à protéger, tu dois tout me dire. » Le silence qui suivit pesa comme une pierre. Ibrahim partit s'asseoir dehors, fixant le ciel vide de nuages, tandis qu'Amina resta à l'intérieur, les mains tremblantes. Mais le lendemain matin, un regard suffit. Sans un mot, ils s'assirent côte à côte avec une feuille et un crayon. Amina proposa de cuisiner des plats simples, des beignets de mil et des ragoûts à vendre au marché. Ibrahim, de son côté, décida de voyager jusqu'à un village voisin pour négocier avec de nouveaux fournisseurs moins chers. Ce n'était pas une solution parfaite, mais c'était un début. Jour après jour, leur collaboration devint une danse silencieuse, un rappel que, même dans la tempête, ils étaient un roc l'un pour l'autre. Oumi, à 13 ans, observait ce chaos avec des yeux de plus en plus perçants. Elle avait grandi dans l'ombre des responsabilités, apprenant à lire les émotions de ses parents comme un livre ouvert. Elle aidait Amina à pétrir la pâte pour les beignets, ses petites mains agiles travaillant en rythme, et accompagnait Ibrahim à la boutique, notant les comptes dans un carnet usé. Ses questions, autrefois enfantines, devinrent profondes. Pourquoi les gens achètent moins? Ou est-ce qu'on sera toujours pauvre? Un soir, alors qu'elle lavait les plats sous une lampe à huile vacillante, Oumi se confia. Je veux devenir enseignante, pour aider les enfants comme moi à apprendre. Ceux qui n'ont pas de livre ou d'école près d'eux. Amina s'arrêta, émue par la détermination dans la voix de sa fille. Tu as un grand cœur, Oumi. Nous ferons tout pour que tu réalises ton rêve. Ibrahim, qui rentrait à cet instant, les bras chargés de sacs de mil, entendit ces mots. Une fierté silencieuse l'envahit. Dès le lendemain, il commença à mettre de côté une pièce ou deux chaque jour, cachant l'argent dans une boîte en fer sous leur lit. C'était peu, mais pour lui, chaque centime était une promesse pour l'avenir d'Oumi. Un an plus tard, les cieux s'ouvrirent enfin. La pluie, d'abord timide, puis torrentielle, redonna vie à la terre desséchée. Les champs reverdirent, les clients revinrent, et la boutique d'Ibrahim retrouva son éclat. Les beignets et ragoûts d'Amina, désormais célèbres, attiraient des foules au marché, certains venant de villages voisins juste pour goûter ces plats. La famille respira à nouveau. Pour célébrer, ils organisèrent une grande fête. Fatou et Samba arrivèrent avec Lamine, qui courut rejoindre Mohamed et Bakary dans des jeux bruyants. Moussa, de retour de Dakar avec des cadeaux et des histoires, serra Ibrahim dans ses bras, les yeux humides. « Tu as tenu bon, mon frère. » Les voisins et amis affluèrent, apportant du thé, des fruits et des chansons. Sous un ciel teinté d'orange, Ibrahim prit la parole. « Nous avons traversé des tempêtes, mais nous sommes toujours là, ensemble. Merci à vous tous, et surtout à toi, Amina, ma femme, ma lumière, ma princesse, mon compagnon de vie. » Amina rougit, mais son sourire rayonnait. Ils prièrent ensuite, leurs voix s'unissant dans une mélodie douce, un hymne à leur foi et à leur unité. Mais la joie fut bientôt teintée d'incertitude. Moussa, le frère de Ibrahim, bien qu'heureux de retrouver ses enfants qu'il avait confiés à Ibrahim, annonça qu'il envisageait de s'installer définitivement à Dakar. Les affaires là-bas sont florissantes, mais je ne peux pas emmener Aïssata et Bakary tout de suite. Ils sont bien ici, avec vous. Ibrahim et Amina échangèrent un regard. Les enfants étaient devenus partie intégrante de leur foyer, Aïssata avec son rire contagieux, Bakary avec sa douceur silencieuse. Les laisser partir un jour serait un déchirement. Oumi, qui avait surpris la conversation, s'approcha d'Ibrahim plus tard. Ils peuvent rester avec nous, non? On est leur famille aussi. Ibrahim passa une main dans ses cheveux, touché par sa générosité. On verra, Oumi. La vie décide parfois pour nous. Cette nuit-là, il rêva d'un marché immense où tous ses enfants vendaient. Des étoffes aux couleurs éclatantes, leur rire couvrant le bruit de la foule. Les années passèrent, et Oumi grandit encore. À 16 ans, elle était devenue une jeune femme réfléchie, passionnée par les livres qu'elle empruntait à un instituteur du village. Elle aidait les plus jeunes, Mohamed, Aïssata, Bakary avec leurs leçons,
inventant des chansons pour leur apprendre l'alphabet ou les tables de multiplication. Mais son rêve d'enseigner nécessitait une formation, et l'école la plus proche était à 2 heures de marche. Un jour, une rumeur courut au marché. Une organisation offrait des bourses pour les filles voulant devenir enseignantes. Amina, les mains pleines de pâtes, encouragea Oumi. Va leur parler. C'est ton moment. Ibrahim, malgré ses craintes, l'accompagna jusqu'au bureau de l'organisation, un bâtiment en briques au bord de la ville. Oumi, nerveuse mais déterminée, raconta son histoire, sa vie avec Ibrahim et Amina, son amour pour l'apprentissage. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva. Elle était acceptée. La famille pleura de joie, mais aussi d'inquiétude. Oumi devrait partir en internat, loin d'eux. La veille de son départ, Amina lui offrit un foulard brodé de motifs traditionnels. « Pour que tu te souviennes d'où tu viens », murmura-t-elle. Ibrahim, la gorge nouée, ajouta « Et pour que tu saches où revenir ». Oumi partit au lever du soleil, un sac sur l'épaule, laissant derrière elle un vide doux amer. La maison de Ibrahim, autrefois animée, sentait un vide. Oumi jouait un rôle très important dans la maison. Mohamed, Bakari et Aïssata sentaient un vide parce que c'était Oumi qui les aidait avec leurs leçons, inventant des chansons pour leur apprendre l'alphabet ou les tables de multiplication. Des mois plus tard, Oumi revint pour les vacances, transformée. Elle portait une robe simple mais parlait avec une assurance nouvelle, racontant des histoires sur ses camarades et ses professeurs. Elle enseigna à Aïssata et Bakari des jeux appris à l'école, et à Mohamed des mots en français qu'il répétait en riant. Ibrahim et Amina, assis sous leur manguier, la regardaient avec fierté. Un soir, alors que le vent portait l'odeur de la pluie, Fatou vint leur rendre visite. Elle observa Oumi, devenue une jeune femme, et murmura à Amina, « Elle est notre lumière à toutes les deux. » Amina acquiesça, les yeux brillants. La famille, élargie par les épreuves, les choix et l'amour, avait tissé un lien plus fort que le temps. Et dans leurs rires, leurs prières et leurs rêves, ils savaient que cette lumière ne s'éteindrait plus. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le retour d'Oumi pour les vacances. Âgée désormais de 17 ans, elle avait repris ses études avec une détermination renforcée. Ses lettres, envoyées régulièrement à la famille, débordaient de récits sur ses cours, ses nouvelles amies et son rêve d'ouvrir une école dans leur village. Ibrahim et Amina les lisaient à haute voix lors des repas, leur voix empreinte de fierté, tandis que Mohamed, le petit dernier, écoutait avec admiration. Cependant, une ombre planait sur leur bonheur. Moussa, toujours à Dakar, donnait peu de nouvelles claires sur l'avenir de ses enfants, Aïssata et Bakari, confiés à Ibrahim et Amina depuis longtemps. Un soir, alors que la famille partageait un plat fumant de thiéboudienne, le meilleur plat sénégalaise, le poisson tendre, et le riz parfumé embaumant la pièce, un messager frappa à la porte. Il tendit une enveloppe jaunie à Ibrahim, qui la décacheta avec précaution. Son visage s'assombrit à mesure qu'il lisait. « Moussa a trouvé un bon travail à Dakar », annonça-t-il enfin. « Il veut que ses enfants Aïssata et Bakari le rejoignent dans 2 mois. » Amina posa sa cuillère, ses yeux se posant sur Aïssata et Bakari, qui riaient dans la cour avec Mohamed, insouciant. « Ils sont heureux ici, Ibrahim. Ils ont leurs amis, l'école, et nous. » Ibrahim soupira profondément. « Je sais, Amina. Mais c'est leur père. Nous devons respecter sa décision. » Les semaines suivantes furent marquées par une mélancolie douce amère. Aïssata, désormais 11 ans, devint plus silencieuse, ses grands yeux scrutant l'horizon comme pour y chercher des réponses. Bakari, 8 ans, se cramponnait à Oumi lors de ses courtes visites, pressentant peut-être le changement imminent. Oumi, revenu pour quelques jours, organisa des sorties au marché animé où les étals débordaient de piments rouges, de mangues mûres et de tissus colorés et des pique-niques près de la rivière, où le chant des oiseaux se mêlait au murmure de l'eau. Mais le jour du départ arriva trop vite. Moussa apparut, plus maigre qu'auparavant, et serra ses enfants dans ses bras avec une émotion contenue. « Vous avez été une famille pour eux, » dit-il à Ibrahim et Amina, les yeux humides. « Je ne l'oublierai jamais. » Amina lui offrit un sourire fragile. « Ils seront toujours les bienvenus ici. C'est aussi leur maison. » Le départ d'Aïssata et Bakari laissa un vide palpable. Mohamed errait dans la cour, cherchant ses compagnons de jeu, tandis qu'Ibrahim et Amina échangeaient des regards silencieux, lourds de tristesse. Oumi, avant de retourner à l'école, promit d'écrire plus souvent et d'envoyer des livres pour Mohamed.
Pourtant, en montant dans le bus, une étrange appréhension la saisit. Quelque chose lui murmurait que les épreuves étaient loin d'être terminées. Quelques semaines plus tard, alors que la saison des pluies transformait le village en un tableau de boue et de verdure, une femme inconnue frappa à la porte d'Ibrahim et Amina. Grande, drapée dans un boubou au motif complexe, elle portait une dignité naturelle. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité troublante. « Je suis Mariama, la sœur de Fatou », annonça-t-elle d'une voix grave. Amina, surprise, l'invita à entrer, lui offrant une tasse d'eau fraîche. Mariama s'assit avec une grâce étudiée et sortit une enveloppe de son sac. « Fatou m'a demandé de vous remettre ceci. Elle est souffrante et ne peut pas voyager. » Ibrahim déplia la lettre et la lut à voix haute, sa voix tremblant légèrement. Fatou, affaiblie par une maladie mystérieuse, demandait si Oumi pouvait venir la voir à Dakar pour quelques jours. « Elle dit que c'est important, » murmura Ibrahim, perplexe. Amina fronça les sourcils. Oumi est en plein semestre. « Mais si Fatou a besoin d'elle » répliqua Ibrahim. Après une courte discussion, ils décidèrent d'envoyer un message à Oumi, lui laissant la décision. À la réception du message, Oumi sentit son cœur se serrer. Elle n'avait pas vu Fatou, sa mère biologique, depuis des mois, mais les souvenirs de leur lien unique refirent surface, les conversations au clair de lune, les conseils murmurés avec tendresse. Elle demanda une permission spéciale à son école et prit le premier bus pour Dakar. À son arrivée, elle trouva Fatou alitée dans sa maison, plus pâle et frêle que dans son souvenir. Samba, le mari de Fatou, veillait sur elle avec une sollicitude émouvante, mais son regard trahissait une profonde inquiétude. « Oumi, ma fille » souffla Fatou en la voyant. Elles s'enlacèrent longuement, et Oumi sentit des larmes couler sur ses joues. « Je suis là, maman Fatou. » Elles parlèrent des heures durant, Fatou lui confiant des histoires de son enfance, des secrets de famille et des rêves qu'elle avait eus pour Lamine, son fils cadet. Le dernier jour, Fatou lui tendit un petit coffret en bois sculpté. « C'est pour toi. Quelque chose que j'aurais dû te donner il y a longtemps. » Oumi l'ouvrit et découvrit un collier de perles colorées, un trésor traditionnel transmis de génération en génération. « Il appartenait à ma grand-mère, » expliqua Fatou. « Maintenant, il est à toi. » Oumi rentra pour continuer ses études, le cœur lourd mais empli de gratitude. Ce collier n'était pas qu'un bijou, c'était un fragment de son héritage, un lien tangible avec ses racines. De retour à l'école, Oumi se plongea dans ses études avec une énergie nouvelle, mais une question la tourmentait. Qui était-elle vraiment? Fille d'Ibrahim et Amina, qui l'avaient élevée avec un amour inconditionnel, ou fille de Fatou, qui lui avait donné la vie et cet héritage précieux? Cette dualité la rongeait. Ses notes commencèrent à chuter, et ses professeurs remarquèrent son air distrait. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, elle écrivit une longue lettre à Amina, déversant ses doutes et sa peur de ne pas appartenir pleinement à une seule famille. Quand Amina reçut la lettre, elle sentit son cœur se briser. Elle la montra à Ibrahim, et ensemble, ils décidèrent de rendre visite à Oumi. Accompagnés de Mohamed, excités par l'idée d'un voyage, ils prirent le bus pour la ville. À leur arrivée, Oumi les accueillit avec des larmes de soulagement. Assis dans un petit café où flottait une odeur de thé sucré, ils parlèrent longuement. « Tu es notre fille Oumi » déclara Amina avec fermeté. « Mais tu es aussi la fille de Fatou. Cela ne diminue pas notre amour pour toi. Au contraire, cela te rend plus riche, plus forte. » Ibrahim hocha la tête. « Tu as deux familles qui t'aiment. C'est une bénédiction, pas un fardeau. » Ces mots apaisèrent les tourments d'Oumi. Elle comprit qu'elle n'avait pas à choisir entre ces deux identités, mais à les embrasser pleinement. Cette nuit-là, elle dormit enfin paisiblement, un sourire léger sur les lèvres. Pendant ce temps, à Dakar, Moussa traversait ses propres tempêtes. Son commerce, florissant au départ, avait périclité à cause de décisions imprudentes. Endetté, il peinait à subvenir aux besoins d'Aïssata et Bakari, qui, sentant la tension, demandaient souvent à retourner au village. Un jour, accablé par la pression, Moussa prit une décision difficile. Il ramena les enfants chez Ibrahim et Amina, expliquant qu'il serait mieux là-bas pour un temps. Ibrahim et Amina les accueillirent à bras ouverts, ravis de revoir la cour s'animer des rires d'Aïssata et Bakari. Mais ils perçurent vite la détresse de Moussa. « Je ne sais plus quoi faire » avoua-t-il un soir, la tête entre les mains. « J'ai tout perdu. » Après un long silence,
Ibrahim posa une main sur son épaule. « Tu es mon frère. Nous allons t'aider. » Avec l'accord d'Amina, ils décidèrent que Moussa resterait avec eux le temps de se relever. Il travaillerait à la boutique familiale, réapprenant les rouages du commerce local, tandis que les enfants reprendraient leur routine. Les débuts furent difficiles. Moussa, habitué à la vie trépidante de Dakar, se sentait déraciné. Mais peu à peu, il retrouva un rythme. Les discussions avec les anciens sous le baobab, les rires des enfants jouant dans la poussière, les prières collectives au crépuscule. Un soir, alors qu'il aidait Ibrahim à fermer la boutique, il murmura « Merci, petit frère. Je crois que j'avais oublié ce qui comptait vraiment. » 2 ans plus tard, Oumi acheva ses études avec brio. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, toute la famille fit le déplacement. Ibrahim, Amina, Moussa, Mohamed, Aïssata, Bakari, et même Fatou, encore fragile mais déterminée à être présente, accompagnée de Samba et Lamine. Ce tableau familial, atypique mais uni, émut Oumi profondément. Sur scène, elle prononça un discours poignant sur l'éducation et la famille, rendant hommage au sacrifice de ses parents et à la force de leur amour. « Je suis le fruit de 2 mères, de 2 pères et de tant d'amour, » dit-elle, la voix tremblante. « Et je promets de rendre cet amour au centuple. » Les applaudissements résonnèrent longtemps dans la salle. De retour à Ziguinchor, Oumi réalisa son rêve. Elle commença à enseigner dans une école improvisée, en attendant la construction d'une vraie salle de classe. Ses premiers élèves furent Mohamed, Aïssata, Bakari et Lamine, bientôt rejoints par d'autres enfants. Elle leur apprenait à lire et à écrire, mais aussi à rêver grand, ses leçons empreintes de patience et de passion. Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées, la famille se réunit pour un repas festif. Fatou, assise près d'Amina, lui prit la main. « Nous avons bien fait, n'est-ce pas ?» Amina sourit. « Oui, nous avons bien fait. » Ibrahim, regardant Oumi rire avec ses élèves, sentit une paix profonde l'envahir. Leur foyer, forgé dans les épreuves et l'amour, était devenu un phare pour tous ceux qui y entraient. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Alors, les Sénégalais, confirmez dans les commentaires que le thieboudiène est le meilleur plat sénégalaise. Et pour les autres, dites-nous de quel pays vous nous suivez et mentionnez le meilleur plat de votre pays. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires.